Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je tiens à remercier les partenaires suivants pour leur support au balado La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu des Sureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE et Eurofin Environex. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Bibliosanté et coordonné par l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Bibliosanté vous offre 16 cahiers thématiques conçus pour vous accompagner dans votre parcours de soins. Chaque cahier présente des ressources validées, incluant des organismes spécialisés, des sites web et des suggestions de lecture et de films. Tout le contenu est soigneusement sélectionné et validé par des bibliothécaires diplômés pour vous garantir des informations fiables et de qualité. Par exemple, vous trouverez un cahier sur le cancer, un domaine d'excellence de mon invité d'aujourd'hui, Dr. Julie Alette. Rendez-vous sur bibliosanté.ca pour explorer toutes les thématiques possibles ou visiter une bibliothèque publique participante pour découvrir la collection d'ouvrages spécialisés. Je laisse le lien dans les notes de balado de l'épisode d'aujourd'hui et ne manquez pas cette chance de mieux comprendre et prendre en charge votre santé. Maintenant, pour l'épisode d'aujourd'hui de La Santé au-delà des mots, je reçois Dr. Julie Alette, chirurgienne oncologue à Toronto, une amie de longue date, et nous allons discuter d'un article très intéressant qu'elle a écrit qui discute de l'impact de la diversité de genre dans les équipes d'anesthésie et de chirurgie sur les résultats post-opératoires. Julie a mené une enquête sur 700 000 patientes et patients au Canada et révèle un constat fort. Dans les hôpitaux où plus de 35% des équipes sont composées de femmes, il y a une réduction des complications post-opératoires dans les 90 premiers jours. J'ai abordé avec Julie un paquet d'éléments importants, soit les fondements scientifiques et humains de cette recherche, le rôle de la diversité dans la communication et la prise de décision, et les conséquences concrètes pour notre système de santé. Julie, que vous avez déjà entendu en entrevue, a été d'une grande honnêteté. Nous avons soulevé toutes les pierres, un échange franc, lucide et inspirant. Alors, je vous souhaite un bon podcast. Julie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être de retour sur le podcast. Oui, écoute, on a tout un sujet aujourd'hui. Donc, première question d'abord, es-tu devenue woke ou... Je sais pas si je suis devenue woke. Je pense que, en général, j'ai toujours fait beaucoup de travail en recherche pour améliorer la qualité des soins des patients. Puis, c'est un aspect de la qualité des soins qui m'intéressait beaucoup. Tout à fait. Non, je dis ça en blaguant parce que tu me dis que tu t'étais fait... Il y avait un peu, pas de harcèlement, mais des commentaires négatifs sur les médias sociaux suite à l'article dont on va discuter aujourd'hui. Donc... Oui, mais en fait, les commentaires négatifs, c'est surtout sur les médias sociaux quand les médias comme The Guardian, la BBC, NBC, CBC ont fait des posts sur les articles qui ont été écrits à la suite du papier. Puis, c'est les commentaires de la population en général qui passaient, qui étaient un peu... parfois exagérés là, sur le rôle des femmes dans la société ou
des problèmes entre le concept de sexe et le concept de genre. Puis, donc, il y a beaucoup de commentaires qui se faisaient là-dessus qui avaient en fait rien à voir avec le travail qu'on avait publié. Ça dépassait le cadre un peu de l'article dont on va parler aujourd'hui. Oui, exact. Que je mets à l'écran, donc on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est l'association entre la diversité des genres, on dirait, ou sex diversity. Oui, exact. Au niveau de l'équipe d'anesthésie et de chirurgie et la morbidité chirurgicale. On va y revenir en détail là, dans quelques minutes. Mais je voulais te demander d'abord, tu dis que ça t'intéresse, mais je ne connaissais pas cette facette de toi qui est une oncologue sur les tumeurs neuroendocrines. Pourquoi cet article sur ce sujet spécifique? Puis je notais que ta co-auteur, Dr. Coburn, avait déjà publié dans le passé là-dessus. C'est un intérêt qui date de longtemps ou tu as comme été sollicité à cause de ton aspect scientifique, disons? Ben en fait, c'est plusieurs choses là, qui sont arrivées. Je suis chirurgienne oncologue, puis je travaille beaucoup dans les tumeurs neuroendocrines, mais un gros aspect de la recherche que je fais dans ce qu'on appelle Health Services Research, donc toute la recherche sur les services de santé, c'est la prestation des soins, puis dans le fond, de s'assurer que dans la manière dont on va donner les soins aux patients, on peut avoir les meilleures issues pour ces patients, donc la qualité des soins. Puis il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a de savoir que les guidelines sont respectés, qu'on va avoir des bonnes issues chirurgicales, puis ça peut... Il y a les soins tels quels, les techniques chirurgicales, par exemple. Il y a les métriques de qualité qu'on va pouvoir suivre au niveau du système de santé. Puis également, comment les équipes de chirurgie d'anesthésie sont bâties. Ça, c'est quelque chose auquel je m'étais intéressée il y a quelques années. On avait d'abord regardé le volume des anesthésistes. Donc, en chirurgie, nous, on sait que les chirurgiens qui font plus de cas complexes, comme les cas de chirurgie hépatobiliaire, qui est ce dans quoi je me spécialise, vont avoir une meilleure issue pour les patients. Donc maintenant, la plupart des systèmes de santé font en sorte que les chirurgiens font plus de ces cas complexes-là, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc on avait regardé ce qui se passait du côté des anesthésistes, puis on avait démontré que quand les anesthésistes font aussi plus de ces cas-là, même l'issue des patients est meilleure. Après ça, on a regardé si les anesthésistes et les chirurgiens travaillent ensemble plus souvent, ben, l'équipe est plus familière, si on veut, ben, là encore, l'issue des patients est meilleure. Puis là, la prochaine étape, c'est de voir un peu la composition des équipes chirurgicales. Puis, il y a eu beaucoup de papiers, dont le papier de ma collègue Nathalie Coburn, qui ont été publiés où on comparait l'issue chirurgicale des patients opérés par des hommes et opérés par des femmes. Mais c'était toujours un versus l'autre. C'est une comparaison très individuelle. Donc, un patient X opéré par une femme versus opéré par un homme, est-ce que ça fait une différence? Puis, ce que ces papiers-là suggéraient, c'est que quand il y avait une chirurgie faite par une femme, c'était associé avec une réduction de la mortalité puis des complications majeures après la chirurgie. Mais moi, j'étais un peu inconfortable, là, honnêtement, avec ce concept-là, parce que c'est très... il y a beaucoup de confrontation là-dedans. C'est dire, est-ce que tu es meilleur que moi? Est-ce que je suis meilleur que toi? Puis la réalité, c'est que personnellement, je pense qu'il y a des très bons chirurgiens masculins, puis il y a des très bonnes chirurgiennes féminines. Puis dans les deux camps, il y en a aussi qui sont pas très bons. C'est la réalité de la vie. Mais là où je trouvais que c'était plus intéressant, c'est de savoir au sein des équipes, si on a des équipes qui sont plus balancées, est-ce que ça va avoir un impact? Puis l'autre chose, c'est que je trouvais que quand on parle de la composition des équipes, c'est aussi plus facile à amener en pratique. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme va avoir une meilleure issue pour les patients qu'un homme? Est-ce que ça veut dire que si un patient va te voir en consultation, tu lui offres une chirurgie, il va te dire « Ah, non, pas vous, amenez-moi une femme. Tu sais, puis est-ce que ça fait vraiment une différence? J'y croyais pas. Tandis que de bâtir des équipes, ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir au niveau des hôpitaux, au niveau du système de santé. C'est quelque chose aussi que les patients peuvent questionner quand ils choisissent un hôpital où aller être opéré. Donc, je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir cet angle-là. C'est comme ça qu'on a bâti un peu l'étude. Là. Si tu me parlais un peu de la méthodologie là, de l'article, vraiment les données, je me questionnais même comment avez-vous réussi à savoir que c'était une femme anesthésiste ou dans la salle cette journée-là, il y a 4 ans, ou les données de facturation de HOIP, j'imagine. Exact, c'est des données de facturation. Donc, en Ontario, la chance qu'on a, c'est que toutes les données du gouvernement ontarien sont disponibles dans un institut qui s'appelle l'Institute for Clinical Evaluative Sciences, ou ICES. Et dans cet institut-là, on peut relier des bases de données, par exemple, les données de facturation, les données du Collège des médecins de l'Ontario, donc les caractéristiques de tous les médecins, en fait, en Ontario,
l'information des patients, donc par exemple les dates de décès, on va avoir ça là-dedans. Toutes les hospitalisations, donc toute interaction avec le système de santé, comme au Québec, là, est enregistrée dans ces bases de données-là. Simplement qu'en Ontario, on a un mécanisme pour y accéder avec toutes des règles sur la confidentialité, etc. Donc, de cette façon-là, on était capable de savoir tous les patients qui ont été opérés pour des chirurgies majeures, donc des chirurgies à plus haut risque, et on savait qui est le chirurgien principal, l'anesthésiste principal, qui ont facturé cette chirurgie-là. Puis après ça, on pouvait se rendre dans la base de données du Collège des médecins de l'Ontario pour savoir c'était quoi le sexe biologique, dans le fond, du médecin. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on parle de sex diversity, parce que ce qu'on pouvait capturer et mesurer, c'est le sexe biologique et non nécessairement le genre des médecins. Mais vous vouliez avoir aussi la composition de l'équipe chirurgicale de l'hôpital, ou quand vous disiez, mettons, le 35%, disons, là, le chiffre critique, là, donc c'était pour le département de chirurgie ou c'est l'hôpital au complet? Donc, c'est pour tout l'hôpital. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'une fois qu'on a identifié tous les patients qui avaient été opérés dans un hôpital X, on regardait qui étaient les chirurgiens et les anesthésistes. Donc, on a pu savoir pour chaque année de l'étude combien de chirurgiens d'anesthésistes avaient facturé dans cet hôpital-là, puis quel était leur sexe biologique. Okay. Et donc, à partir de là, on a dit, bon, ben s'il y a, je sais pas moi, 65 chirurgiens anesthésistes dans un hôpital, combien qui étaient des femmes? Et c'est comme ça qu'on est arrivé à construire le... Vous n'aviez pas les internistes, endocrinologues, tout ça? OK, simplement chirurgiens anesthésistes. Que les chirurgiens et les anesthésistes, parce qu'en fait, le bloc opératoire, c'est un environnement qui est assez unique, là. C'est comme une micro-société, si on veut. Puis on voulait vraiment voir comment ces équipes-là qui travaillent ensemble de manière très, très collaborative puis toujours très proche étaient bâties, puis ça avait un impact sur les patients. Et la composition des équipes de soins infirmiers dans la salle d'opération, vous ne l'aviez pas, j'imagine, c'est ça? Non, c'est ça. Je pense que c'est aussi très intéressant, là. Puis il y a beaucoup d'autres intervenants en salle d'opération, des assistants d'anesthésie, les préposés, par exemple, tout ça. Mais ça, on n'a pas ces données-là parce que c'est pas disponible dans les bases de données administratives. Donc, on a focusé vraiment là, sur les chirurgiens et les anesthésistes pour cette raison-là. Mais ça serait très intéressant de répéter l'expérience, si on pouvait, là, avec d'autres intervenants. Sachant un peu ce qui se passe dans d'autres domaines que le domaine de la santé, je pense que si on répétait sur les autres intervenants, probablement qu'on arriverait à des résultats similaires. Là. Et si tu me rappelais, pourquoi le chiffre critique de 35%? Donc, vous avez décidé que les équipes chirurgicales et anesthésiques qui avaient plus que 35% de femmes étaient... diverses, disons, Oui, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les données, puis on a laissé les données nous parler, si on veut. Donc, on a regardé comment est-ce que donc, le pourcentage de femmes à chaque année dans chaque hôpital était associé avec l'issue des patients, donc la mortalité et les complications majeures. Et puis, on a voulu voir s'il y avait une espèce de seuil là, ou de cut-off où on pouvait voir que les complications diminuaient ou auraient pu augmenter. On ne savait pas ce qu'on allait trouver exactement. Et donc, on s'est rendu compte avec ces statistiques-là qu'à 35%, c'est là qu'on avait un changement là, puis une diminution de la morbidité et de la mortalité. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a vraiment fait ça basé sur les données qu'on a. Donc, c'est vraiment dépendant de comment les équipes sont constituées en Ontario. T'sais, si on répétait l'expérience, par exemple, en France, aux États-Unis, si leurs équipes sont faites de manière différente, puis que le pourcentage médian, par exemple, n'est pas le même en moyenne, possible qu'ils trouvent un autre seuil. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'après ça, en regardant dans la littérature, dans le domaine des affaires, dans le domaine du droit, en musique, en éducation, par exemple, dans les ventes, ce chiffre-là, c'est pas 35%, mais c'était un tiers, revenait beaucoup. Puis c'est un chiffre qui est bien connu dans ces domaines-là puis qui a déjà été utilisé. Donc, au-delà d'un tiers, ce qu'on appelle la capacité ou la masse critique, c'est là qu'on a vraiment un bénéfice là, sur la performance des équipes. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com.
www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Avant qu'on regarde un peu les résultats de l'étude, là, est-ce qu'au point de vue professionnel ou personnel, il y a un risque à faire ce type de recherche-là, disons? Oui, c'est une question intéressante. Puis honnêtement, je me la suis posée là, quand on s'est embarqué là-dedans. Avant ou après? Les deux. Avant, parce que c'est sûr que ça m'est passé par la tête. Puis après, parce que c'est une étude qui a eu beaucoup d'attention des médias à travers le monde. Puis là, je me demandais, mais si on me voit un peu trop la face à parler de ce sujet-là, est-ce que ça peut me nuire? Puis finalement, ce que je m'étais dit même avant qu'on commence, c'est, je pense que si j'avais commencé ma carrière en parlant de ce sujet-là, puis en martelant le sujet de la diversité, ça m'aurait probablement nui un petit peu plus qu'au niveau où je suis là. Et là, ça fait 10 ans que je suis chirurgienne, ça fait 10 ans que j'ai établi mon profil de recherche. Fait que toutes ces choses-là sont un peu établies. Cette communauté-là, c'est qui je suis, c'est le genre de travail que je fais, puis d'où les idées viennent. Donc, je pense qu'il y a un peu plus de crédibilité derrière le travail, puis il y avait un peu moins de risques à prendre à cause de ça. Mais c'est sûr que ça m'est passé par l'esprit parce que je veux pas être la personne, je pense que personne qui fait ce travail-là veut être la personne qui est étiquetée comme hey, c'est elle, la féministe, là, qui dit qu'il faut pas d'hommes dans les salles d'opération. Parce que, c'est pas ça que je dis. Ouais, c'est ça. Mais 2, c'est franchement pas ça le but. Mais effectivement, j'y ai pensé un peu. Aurais-tu peur d'être instrumentalisé peut-être par des mouvements qui sont... on parlait de woke tout à l'heure, là, mais de te retrouver dans une entrevue ou dans un contexte où... il y a des gens qui ont un agenda vraiment plus politique que le tien, qui est scientifique, disons. Moi, je pense que c'est toujours possible, là, mais après ça, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Je pense que si le travail est important, il faut faire le travail. Puis après ça, moi, la seule chose que je peux contrôler, c'est la façon dont moi, je vais véhiculer le message. Puis ce que les autres veulent faire après, malheureusement, c'est hors de mon contrôle. C'est un peu comme ça que je l'avais vu. J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu l'étude. Donc, les résultats devant toi, tu as le tableau. Les auditeurs peuvent le voir. Là. Donc, l'article est disponible donc, en ligne. Peut-être juste dire que donc, vous avez comparé combien de patients, puis quel genre de chirurgie, tout ça. C'est des choses qui sont à l'écran. Là. En gros, là, ce n'est pas un examen du Collège royal. On avait au-delà de 700 000 patients. Et ce sont tous des patients qui ont eu des chirurgies qu'on appelait majeures. Donc, des chirurgies où il y a quand même un risque considérable de complications après l'opération et où les patients demeurent à l'hôpital pour au moins 24 heures. Parce qu'en fait, il y a des chirurgies où je pense que c'est difficile de démontrer une diminution des complications parce que les complications sont tellement basses en commençant. Si on pense à des hernies inguinales ou des cholestectomies par la paroscopie où les patients retournent à la maison le jour même, puis en général, ça va très bien, là. Donc, c'est dur de démontrer une différence dans ces chirurgies-là. Donc, on a pris celle où il y avait potentiellement le plus de bénéfices qu'on pouvait démontrer, puis aussi pour le bénéfice des patients. Donc, c'est à peu près au-delà de 700 000 patients dans ce contexte-là. Puis, disons que le chiffre, on peut le donner tout de suite. Vous avez trouvé qu'il y avait 3% de morbidité, grave mortalité, donc de moins? En fait, c'est 3% de diminution dans le risque de morbidité et de mortalité. Okay. Donc, c'est pas un absolu, là. On passe pas de 100 à 97%. Okay. Donc, c'est une diminution du risque là, pour les malades. De 3%. Exact. Avez-vous, je ne pense pas que ce soit dans l'article, avez-vous extrapolé ce que ça représentait en nombre brut de décès ou en coût économisé oui, système de santé? Quand j'ai fait plusieurs entrevues, on m'a demandé beaucoup de transférer ça là, en nombre. Là, combien de patients on va sauver des complications? C'est un peu difficile à faire exactement parce que la façon dont les statistiques ont été faites, là, ça ne se rapporte pas exactement en nombre de patients. Mais moi, je pense que 3%, puis tu en as parlé un peu là, avec les coûts que ça implique, des complications puis pour le système de santé, avec aussi ce que ça représente pour un patient. Là, ici, on parlait de complications majeures. Donc, c'est tout ce qui impliquait que les patients soient retournés au bloc opératoire pour une autre opération, soit avaient un séjour aux soins intensifs ou des défaillances d'organes, ou encore avaient besoin de procédures là, comme des drains ou des procédures endoscopiques, ou décédaient, là, ce qui est la pire des issues. Donc, c'est quand même quelque chose qui est sérieux, qui est majeur pour quelqu'un à passer au travers après une chirurgie. Puis, les complications dans le système de santé, c'est une des sources majeures de coûts. Donc, je pense que n'importe quelle réduction, pour moi, c'est considérable. C'est important pour le patient, mais c'est aussi important pour la pérennité du système de santé. Le tableau que l'on voit à l'écran, ça résume un peu le oui.
La cassure à 35%, c'est bien ça? Ou oui, un peu. Donc, ce qu'on a fait, c'est que ça représente là, en fonction du pourcentage de femmes dans les équipes de chirurgie et d'anesthésie de chaque hôpital. C'est ça qu'on voit là, sur l'axe des X. C'est quoi le risque de complications majeures et de décès? Ce qu'on voit sur l'axe des Y. Donc, on voit qu'au début, là, il y a un peu de diminution. Après ça, il y a une espèce de petit plateau. Puis au-delà de 35%, là, ça retourne. Puis ça descend encore. Donc, on a une diminution après 35%. Là. Et ça, c'est des nombres qui ont été ajustés. Donc, on a pris en considération le fait que tous les hôpitaux n'ont pas les mêmes genres de patients. Mm-hmm. Il y a des hôpitaux qui traitent des patients qui sont plus en forme, d'autres qui traitent des patients qui sont plus à risque. Fait qu'il faut tenir un peu considération de ça quand on fait ces études-là, puis les statistiques. Donc, ici, on a fait des ajustements qu'on appelle pour le sexe des patients, leur état de santé avant la chirurgie, par exemple, le type de chirurgie qui était fait. Donc, c'est ces choses-là qu'on a prises en considération. Et le tableau qui est très intéressant aussi, donc non seulement le ratio de 35%, mais le sexe aussi des intervenants. Donc, oui, donc ça, on l'a fait parce qu'il y a eu tous ces autres papiers-là qui ont été publiés à propos du sexe des chirurgiens au niveau individuel, puis comment homme versus femme, il y avait une différence. Donc, on s'est dit, on va explorer ça un petit peu aussi. Donc, ce qu'on a vu, c'est que même dans les milieux qui avaient plus de diversité au sein des équipes chirurgicales et anesthésiques, les femmes, donc il y avait encore plus d'effets pour les femmes chirurgiennes et les femmes anesthésistes. C'est-à-dire que si une femme chirurgienne travaille dans un centre qui a une plus grande diversité, il y a encore une plus-value sur l'issue des patients versus une femme chirurgienne qui travaille dans un centre qui a peu de diversité. Mm-hmm. Puis donc, c'est pas juste un ou l'autre, mais les deux ensemble peuvent être synergiques. Donc, c'est un peu ça qu'on avait voulu explorer ici. Là. Avez-vous regardé si l'impact était plus grand si c'est une femme chirurgienne ou une femme anesthésiste? On n'a pas comparé les deux. On l'a fait pour traitement par les femmes, les chirurgiennes, traitement par des femmes anesthésistes. Okay. Mais on n'a pas comparé si un ou l'autre avait plus d'impact. Okay. C'est une étude, donc le papier est disponible. Là, donc, la section des résultats est quand même assez courte parce qu'il n'y a pas beaucoup de résultats. Dans le fond, vous regardez un élément, mais la discussion est très intéressante. Moi, j'aime bien quand la plupart des papiers que j'écris sur ça. C'est un peu comme ça aussi parce que j'ai l'impression des fois qu'on a trop de statistiques, on a trop de résultats, puis ça devient un peu étourdissant. Puis j'aime ça avoir ce que je dis aux résidents et aux fellows avec qui je travaille, c'est qu'il faut que vous ayez une bonne histoire. C'est capable de raconter une histoire puis que ça reste dans l'esprit des gens rapidement, facilement, puis que ça soit supporté par des bonnes données et des bonnes analyses. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait. Fait que quand tu dis ça, ça me fait plaisir de... c'est comme ça que ça passe. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de services à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Alors, dans la discussion, j'ai sorti certains items, donc je ne vais pas te prendre en souricière, là, l'article est frais, ça doit être clair. Tu disais qu'il y avait quand même certaines études conflictuelles dans la littérature où la diversité raciale avait été la source de conflits. J'ai cru comprendre que c'était dans les salles d'opération, les équipes de soins infirmiers, là, pour avoir
lu le résumé de l'article. Donc, ça impliquait, c'était quoi l'implication, mettons, de une étude divergente comme ça? Oui, mais en fait, on a regardé avant de faire le travail, là, ce qu'il y avait d'autre, là, ça avait déjà été étudié. Puis la diversité des équipes, en fait, dans le domaine chirurgical, ça n'avait franchement pas été beaucoup étudié jusqu'à présent. Et il y avait peu d'études. Il y en a une, donc c'est celle-là sur la diversité raciale. Et quand il y avait une nouvelle personne d'une ethnie ou d'une race différente qui vient dans une équipe chirurgicale très homogène, initialement, il peut y avoir des conflits. Okay. Puis, je vois pas ça nécessairement comme une étude négative. Je pense que ça démontre le concept de masse critique dont on parle aussi après dans la discussion du papier. C'est-à-dire que si, pour créer de la diversité, on engage une personne d'un groupe minoritaire au sein d'une masse homogène, bien, cette personne-là ne va pas nécessairement être capable de faire valoir ses perspectives uniques ou un style de leadership ou de communication qui est différent. Puis on ne peut pas vraiment recevoir les bénéfices de ces perspectives-là différentes au sein de l'équipe. Parce qu'il y a une seule personne, ça devient difficile de se faire valoir quand on est seul, qu'on a peur de parler différemment ou de dénoncer des positions différentes. Et en fait, le risque quand on fait ça, c'est que ça peut créer des conflits. Donc, s'il y a une seule personne qui essaie de faire valoir un point de vue différent, on peut voir comment ça peut devenir une situation conflictuelle. Fait que je pense que cette étude-là, moi, je la vois pas vraiment comme une étude négative. Je vois ça comme vraiment une démonstration de ce processus-là de masse critique. Donc, quand on augmente la diversité au début, s'il y a une ou deux personnes au sein d'équipes d'une centaine de personnes, par exemple, mais c'est pas assez, puis c'est même pas juste c'est pas assez, c'est que ça peut créer des problèmes. Il faut vraiment qu'on atteigne cette masse critique-là. C'est ce que je pense qu'on a pu aussi voir avec le 35% pour nous. Là. C'est pour ça qu'à 35%, je pense qu'il y a une différence. Puis encore, là, la même chose a été démontrée dans d'autres domaines. Est-ce que tu as vu des études qui s'attardaient aux enjeux liés à la langue parlée ou vraiment parce que lorsqu'on parle d'ethnie ou de race, comme tu disais, un des enjeux, à mon point de vue, parfois, c'est simplement vraiment la communication qui peut devenir un irritant. Les gens ont de la difficulté à se parler. Surtout peut-être dans un milieu francophone comme Québec, si quelqu'un maîtrise mal la langue française, c'est un enjeu qui peut devenir un irritant, puis ça devient un enjeu de sécurité aussi dans un environnement... Ça peut le devenir, mais je pense que les bénéfices qu'on peut avoir en ayant plus de diversité là, à tous les niveaux sont plus importants que ça. Puis des fois, ça vaut la peine d'essayer de passer au-delà. Par exemple, au niveau de la langue, on sait qu'il y a des études qui ont démontré que avoir des médecins, puis pas juste en chirurgie, dans d'autres domaines, en médecine interne, etc. également, qui parlent différentes langues, ben c'est un bénéfice pour les patients. Parce que des patients qui parlent pas nécessairement français ou anglais, par exemple en Ontario, ben ils ont de la difficulté à établir un rapport de confiance avec un médecin qui parle pas leur langage ou de comprendre qu'est-ce qui va leur arriver puis de pouvoir consentir et tout ça. Donc, il y a des études qui démontrent que les patients ont de meilleures issues quand ils sont traités par des médecins qui partagent leur culture, qui partagent leur langue, etc. Et je pense, pour moi, je vois pas ça nécessairement comme un enjeu. Je pense qu'il faut juste être capable de bâtir les équipes pour avoir suffisamment de ces gens-là puis les supporter, parce que pour les patients, il va y avoir un bénéfice. Puis, pour moi, s'il y a un bénéfice pour les patients, il y a un bénéfice pour tout le monde. Tu parles dans la discussion de la théorie de Cantor. Donc, c'est une dame qui existe encore, d'ailleurs, elle a comme 80 ans. C'est une professeure d'Harvard, mais c'est quoi la théorie de Cantor, puis ça date des années 70. Oui, ça, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, j'ai appris énormément de choses quand j'ai préparé ce papier-là, parce qu'il y a beaucoup des concepts sous-jacents qui sont des concepts en sociologie. Moi, ça m'intéresse énormément, fait que j'ai comme tombé dans un rabbit hole sur ce sujet-là. La théorie de Cantor, c'est que, dans le fond, des équipes qui sont homogènes vont performer moins bien que des équipes qui sont balancées. Fait que, par exemple, une équipe qui est constituée exclusivement d'hommes va probablement avoir le même niveau de performance qu'une équipe qui est constituée exclusivement de femmes, mais les deux vont avoir une performance qui est moindre qu'une équipe qui est balancée, composée à la fois d'hommes et de femmes. Donc, l'équipe qui va performer le mieux, c'est celle qui a une composition balancée, puis les équipes qui sont homogènes, ben les deux, peu importe de quel côté sont homogènes, vont avoir une moins bonne performance. Dans la théorie de Cantor, elle a cette courbe là, qui commence à 0, sur le nombre de femmes dans les équipes, donc c'est exclusivement masculin. Puis là, la performance augmente au fur et à mesure qu'on a une augmentation du pourcentage de femmes. Puis là, quand on commence à tomber de l'autre côté, là, on redevient homogène parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, bien là, ça redescend puis la performance diminue. Avec ça, je trouvais ça que c'était franchement très intéressant à voir. À suivre. Tu dis également dans la discussion que la diversité des genres contribue à des meilleurs succès lorsqu'on a un mélange d'hommes et de femmes. Puis là, tu dis les deux sexes possèdent
des aptitudes différentes, des connaissances, expériences. Juste cette section-là, disons, si on parle de chirurgienne, là, chirurgienne, en quoi un chirurgien homme et une chirurgienne femme qui ont eu la même formation auraient, parce que le texte anglais, c'est « skills ». Oui. En quoi les skills d'un chirurgien hépatobiliaire masculin seraient différents de ceux d'un chirurgien hépatobiliaire féminin? Si on va dans le... Mais je pense que ça dépend de quelles skills on parle. Okay. On parle, il y a des habiletés techniques, des habiletés non techniques. Okay. Puis tu sais, je pense qu'on est tous capables de faire des points, là, puis ils vont probablement être, ils vont se ressembler pas mal. Mais il y a beaucoup de choses autour de ça. Il y a tout la gestion périopératoire des patients, la communication avec les équipes autour, la collaboration, le suivi des guidelines puis des protocoles, par exemple. En salle d'opération, comment est-ce qu'on va mener notre opération? C'est si... il y a des gens qui prennent plus leur temps, qui regardent les choses un peu de tous les côtés. Il y en a qui sont plus décisifs, qui vont plus rapidement. Il y en a d'autres qui sont plus capables d'anticiper les problèmes. Fait que il y en a qui sont plus rapides que d'autres. T'sais. Donc, on est tous un peu différents. Puis, je pense que on a tous des styles de leadership, de collaboration, de communication, des perspectives qui sont un peu différentes. Puis, je pense que c'est à ce niveau-là que il peut y avoir des différences entre les hommes et les femmes. Puis, ce qui est bon, ben, c'est d'avoir les deux au sein d'une équipe parce qu'on finit tous par apprendre l'un de l'autre, puis peut-être que nos protocoles, la façon dont on gère les patients, les décisions qu'on prend, ben, vont être différentes au sein d'une équipe où il y a plusieurs perspectives qui sont amenées. Puis je dis pas là que il y en a un qui est meilleur que l'autre, je pense que ça prend justement les deux. Là, ce qui est dangereux, c'est de n'avoir qu'un seul des côtés. Mais je lisais l'article, je me disais, c'est un constat, puis c'est bien parfait, là, on continue la discussion, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment d'où vient la plus-value. Est-ce que je me trompe? Dans le fond, c'est une interprétation de dire qu'on a des aptitudes, des valeurs, des croyances différentes, puis on pense que c'est ça qui amène les meilleurs résultats, mais est-ce que dans le fond, là, d'un point de vue purement scientifique, aujourd'hui, es-tu capable de me dire ce qui explique les meilleurs résultats lorsqu'on a une équipe plus diversifiée? En lisant l'article, j'ai l'impression que non. Moi, est-ce que je peux te dire spécifiquement non, parce que je suis pas sociologue, je fais pas de la psychologie dans les affaires ou dans les équipes de soins. Là. Je suis une épidémiologiste, une chirurgienne, mais ça a été étudié dans beaucoup d'autres domaines. C'est un peu des concepts aussi qui sont un peu plus abstraits que les chiffres là, que moi je peux te donner. Mais par exemple, dans le domaine des affaires, il y a un gars qui s'appelle Scott Page, qui est un professeur à l'Université du Michigan. Il a écrit un livre qui est fantastique, si les gens veulent le lire, qui s'appelle Diversity Bonus. Puis en fait, lui, il a pris des modèles d'affaires. Donc, c'est chiffré. Il y a des équations mathématiques avec des concepts sociologiques autour de ça. Puis, il s'est rendu compte qu'au fur et à mesure où on avait de la diversité dans ses équipes, ça augmentait la performance. Et puis ça, il a vraiment démontré ça là, avec... hypothèse, vérification d'hypothèses, etc. Donc, ça a été étudié, ça a été démontré. Est-ce que je peux dire que la raison pour laquelle avoir plus de femmes dans une équipe, c'est parce que je communique mieux qu'un homme, fait que si on en a plusieurs de nous, ben ça va mieux. Je peux pas dire ça exactement. Je pense qu'il y a un peu... il y a des choses qui sont un peu intangibles, là, qui sont difficiles à mesurer. Mais, tu sais, quand des résultats comme ça se répètent dans le domaine chirurgical, en affaires, en droit, en musique, en éducation, ben c'est difficile de passer à côté et de dire que ça n'existe pas. Ah non, mais c'est pas ça que je dis. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je dis oui, ça existe, c'est parfait. Moi, j'ai mon opinion. Pourquoi? Je vais te la donner dans quelques minutes. Puis c'est une opinion, je pense, positive. Mais on ne sait pas pourquoi, finalement. Comme tu dis, plus c'est diversifié, mieux c'est, mieux ça fonctionne. Mais dans le fond... C'est intéressant parce que, tu sais, ce que je me suis fait demander beaucoup aussi, c'est pourquoi? Parce que si tu es capable d'identifier les raisons exactes, ben on peut répliquer ces choses-là dans n'importe quelle équipe. Tu sais, à la limite, si on disait, ben, la raison pour laquelle il y a plus de femmes dans une équipe, les issues sont meilleures, c'est parce que, tu sais, élément X, Y, Z, on va s'organiser pour que l'élément X, Y, Z survienne dans des équipes qui sont composées exclusivement d'hommes ou exclusivement de femmes. Puis ces gens-là disent, ben, si on applique la recette, là, n'importe quelle équipe va pouvoir atteindre ces résultats-là. Ça, je pense que c'est pas vrai. Il faut vraiment que, tu sais, organiquement, on ait ces équipes diversifiées là, qui existent. C'est pas possible nécessairement d'avoir, tu sais, une recette à appliquer pour revenir à ce résultat-là d'une autre façon. Là. Mais parce que tu dis les institutions devraient
intentionnellement favoriser la diversité dans les salles d'opération dans l'article. C'est pas un... Donc ça, c'est en accord avec ce que tu viens de dire? Ou Ben oui, en fait, moi, ce que je veux dire intentionnellement, c'est qu'il faut qu'on sache, tu sais. Dans la vie, on peut pas adresser, c'est un anglicisme, mais on peut pas adresser ce qu'on sait pas. Tu sais, c'est quelque chose qu'on connaît pas, on connaît pas les données, on sait pas c'est quoi la composition des équipes, ben c'est bien difficile de l'améliorer, tu sais. Fait que pour moi, intentionnellement, ça veut dire que la première chose, c'est que les équipes chirurgicales et l'anesthésie, on devrait savoir c'est quoi leur composition. Tu sais, moi, quand on a commencé ça à mon hôpital à Sunnybrook, on m'a demandé, est-ce que tu sais c'est quoi à Sunnybrook? Puis je dis, maintenant, je le sais, parce que j'ai vu les données. Mais le fait que vous, l'hôpital, vous me le demandiez, moi, je trouve que c'est problématique, tu sais, parce que c'est difficile de tendre à avoir une équipe diversifiée si on ne sait même pas d'où on part. Je pense que c'est comme ça dans la plupart des hôpitaux, en tout cas au Canada. Puis après ça, mais je pense que, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Là, si tu vois, par exemple, aux États-Unis, puis dans certaines provinces canadiennes, le pourcentage de patients qui sont au-delà de l'attente maximale pour une chirurgie de cancer va être publié, puis on le sait, tu sais. Puis là, on va s'attarder à l'améliorer. Parce que si les patients sont opérés plus rapidement, ben ils vont mieux. Fait que je pense, pour moi, c'est la même chose. Si intentionnellement, ça veut dire, il faut qu'on sache où on se situe. Puis après ça, essayons d'arriver à 35% pour le bénéfice des patients, pour le bénéfice de tous. Est-ce que ça veut dire que on est à 20%, là, puis on faut arriver à 35%, on va recruter que des femmes pour les 10 prochaines années, on recrutera aucun homme, ou on va mettre ça dans les critères d'embauche? Non, c'est pas ça que ça veut dire, tu sais. Okay. Mais je pense que si à compétence égale, si on a le choix entre avoir un homme puis une femme, puis qu'on a la diversité est moindre dans cet hôpital-là, ça ferait du sens d'engager la femme, tu sais, pour balancer les équipes. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais je reviens d'un point de vue d'une analyse scientifique, là. De faire le constat que plus il y a de diversité, meilleurs sont les résultats dans un système. Est-ce qu'il y a un corollaire automatique de dire il faut encore plus de diversité, puis là, tomber dans des mécanismes d'action, affirmative action ou autre? Parce qu'une des hypothèses, selon moi, pour laquelle les résultats sont comme ça, puis tu le dis un peu dans ton papier, il n'y a pas beaucoup de femmes en chirurgie, en anesthésie, historiquement, pour toutes sortes de raisons. Est-ce qu'il est possible, finalement, qu'on en arrive à un système où les femmes qui se sont rendues là, donc qui sont devenues, comme toi, chirurgienne oncologue ou chirurgienne vasculaire ou autre, ce soit comme le nec plus ultra de la spécialité. Puis c'est ce qui fait finalement qui amène la plus-value, puis qu'on se retrouve finalement, OK, là, quand on a vraiment du côté féminin, on n'a que des super vedettes, les résultats sont meilleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dire, c'est automatique, si on va chercher 35% partout, là, on va peut-être se retrouver finalement à avoir des petites pommes pourries qui vont revenir peut-être diluer l'effet. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Moi, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. La première, c'est 35%, c'est un chiffre parce que ça nous prenait un chiffre pour faire des analyses. Il faut qu'on rentre ça dans une équation. Mais moi, le concept de viser un chiffre pour la qualité des soins, même chose, c'est le pourcentage des listes d'attente, par exemple. Je trouve que viser le chiffre, c'est un problème parce que tout ce que les gens veulent, c'est avoir un beau chiffre sur le papier, peu importe qu'est-ce qui se passe pour arriver là. Puis là, on perd un peu le concept de ce qui améliore la qualité. Fait que ça, c'est peut-être la première chose. Je pense qu'en général, il faut viser le concept d'améliorer puis d'augmenter la diversité jusqu'à avoir une masse critique pour le bénéfice de tous. Puis l'autre chose, avec l'espèce de peut-être sélection naturelle, là, c'est un peu ce concept-là, d'un certain point, là, mais moi, je pense qu'en fait, c'est le contraire. Je pense qu'on s'est privé de beaucoup de super vedettes qui auraient pu être des chirurgiennes exceptionnelles, puis qui ont soit pas poursuivi une carrière chirurgicale, même si elles en avaient l'intérêt, parce que c'était une profession qui semblait qu'on pouvait pas, à laquelle on ne peut pas accéder, dans laquelle il y avait des problèmes, qui voyaient des femmes chirurgiennes qui étaient maltraitées dans certains milieux de travail. Puis c'est un déterrant, on n'a pas nécessairement envie de faire ça. Je pense qu'il y a des femmes qui ont été dans les carrières chirurgicales puis qui ont décidé soit de délaisser la chirurgie ou de changer leur type de pratique parce que justement, elles n'étaient pas supportées. Puis travailler dans certains milieux, c'était très difficile. Mais je pense qu'on prend qu'au fil, là, je dirais, des dernières décennies, moi, mon impression, c'est pas qu'on a sélectionné les meilleurs, c'est qu'on s'est probablement privé de très, très bonnes personnes. Puis si on avait un milieu qui était un peu plus favorable, probablement qu'on aurait encore des meilleurs résultats parce qu'on aurait des gens très, très bons qui, présentement, se sentent pas à l'aise dans ces milieux-là, parfois. D'accord. Serais-tu d'accord avec l'affirmation certains
penseurs, chercheurs disent qu'avec des processus on va dire, action affirmative, donc la traduction, on augmente la diversité, mais il y a un risque de diminuer l'excellence. Es-tu d'accord avec cette affirmation-là? Oui. Je pense que c'est comme dans tout. Faut que ça soit bien fait. Tu sais, dans le sens que... Puis affirmative action, je pense que c'est une connotation très péjorative de nos jours parce que... donc, la façon dont ça a été fait, tu sais. Mais c'est une connotation péjorative parce qu'il y a des gens qui en bénéficient, qui disent « Moi, ça ne m'intéresse pas. » là, tu sais. Donc, tu parlais peut-être d'arriver dans un... Je t'ai interrompu, je t'ai entendu le ballon. Il y a des gens qui vont dire « Moi, là, je suis Julie Allette, chirurgienne. Ça ne m'intéresse pas, moi, de bénéficier de ça. » Tu sais, si j'ai le poste, je veux que ce soit pour mes qualités intrinsèques. Ouais. De ne pas me retrouver dans un milieu où finalement j'ai été choisi, finalement, ultimement parce que je suis une femme et je porte ce fardeau-là pendant... Il y a comme un petit effet oui, non, absolument. Puis, mais peu, je pense que, tu sais, faut virer ça un peu, là, dans le sens que moi, je ne voudrais jamais qu'une femme qui n'est pas qualifiée ait un poste. Parce qu'après ça va nuire à cette personne-là, déjà. Ça va nuire à toutes les autres femmes qui vont essayer d'avoir un poste similaire dans le futur. Fait que ça, c'est la dernière chose que je veux voir arriver. Je pense qu'il faut que les femmes qui soient embauchées comme chirurgiennes, comme anesthésistes, soient des bonnes cliniciennes, que ce soit des gens qui ont les compétences pour être engagés. Mais je pense qu'il faut aussi réaliser que souvent, quand un homme a été choisi versus une femme, c'est pas nécessairement juste pour des qualités, pour les qualités inhérentes. Des fois, c'est à cause de biais, unconscious bias, qu'on va dire en anglais. C'est parce que c'était un groupe de sélection qui était des hommes, puis ils se trouvaient plus de chômer avec le gars qui a interviewé qu'avec la fille, fait qu'ils se voyaient bien travailler avec. Fait que il y a toutes ces choses-là qui sont arrivées, puis on peut se dire, moi, ça arrive pas dans mon milieu. La réalité, c'est que ça arrive partout. Fait que je pense que la base, comme dans tout, faut recruter la personne qui est compétente. Mais il faut aussi réaliser qu'au fil des dernières décennies, bien souvent, il y a des hommes qui ont été recrutés plutôt que des femmes pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le mérite puis avec la compétence. Puis maintenant, il faut juste essayer de ramener la balance, tu sais. Puis s'assurer qu'effectivement, c'est la compétence qui est prise en compte. Fait que moi, c'est un peu comme ça que je le vois, là. Tout à fait. Rempart Neurophysiologie est fier de poursuivre pour une deuxième année son support au balado La santé au-delà des mots. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Est-ce qu'il y a un petit danger comme de pente glissante, disons? Là, donc, tu disais tout à l'heure promouvoir la diversité. Toi, pourrais-tu imaginer dans ton hôpital éventuellement qu'on affiche un poste en chirurgie hépatobiliaire ou en chirurgie oncologique qui exclut spécifiquement les hommes, par exemple? Mais je pense que c'est comme dans tout, tu sais, il faut faire les choses pour les bonnes raisons. C'est pour ça aussi que j'ai un peu de difficulté avec, tu sais, avoir un chiffre, puis tu sais, viser un chiffre ou avoir, par exemple, des demandes. Tu sais, mettons, avoir, je sais pas, une règle dans le système de santé qui dirait il faut absolument que tous les hôpitaux aient 35% de femmes. Ben, là, exactement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des choses comme ça qui vont se produire parce que les gens vont dire, ben il faut que je remplisse la règle. Fait que comment on fait ça quand on fait ça le plus vite possible? Puis là, il y a des choses un petit peu étranges qui se passent. Je pense réellement, ce qu'il faut comprendre ici, il faut faire les choses comme il faut. Pour faire les choses comme il faut, comprendre que si on a une meilleure diversité au sein des équipes, c'est pas juste une question de justice sociale ou d'équité, c'est une question de performance. On améliore la performance du système, on améliore la performance des équipes, on améliore l'issue des patients. Fait que on fait ça parce que c'est la chose intelligente à faire, pas parce que c'est la chose juste à faire. Puis après ça, il faut faire ça de manière organique. Fait que c'est pas d'exclure les hommes, c'est d'inclure les femmes au même titre que d'inclure les hommes. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, là.
ton étude, tu le mentionnes, le caractère rétrospectif, il y a plusieurs biais. Là. Est-ce que c'est une étude qu'on pourrait faire de façon prospective? Et si oui, quelles sont les données que tu aimerais répertorier, disons, là? Ben, c'est une bonne question. Je sais pas comment que ça se ferait de manière prospective. Il y a des fois, ce serait peut-être de trouver les hôpitaux puis de voir comment les équipes sont déjà bâties. Je me demandais puis de les suivre prospectivement. Est-ce que ça prend 800 000 patients? Que prospectivement, on pourrait faire une étude avec moins de patients. Puis l'autre, parce qu'on en avait parlé un peu en préparant l'entrevue, je me questionnais si l'effet bénéfique, si on veut, de la diversité ne risque pas de s'estomper avec le temps. Dans la mesure où, finalement, à force de travailler ensemble, mettons, toi et moi, on travaille pendant 10 ans ensemble, là, ton côté féminin, ben, peut-être qu'il va un petit peu s'estomper, puis moi, mon côté masculin aussi. Puis finalement, peut-être qu'on va devenir tous les deux moins bons, je sais pas. Mais je pense que c'est ça la raison pour laquelle avoir une masse critique d'un groupe minoritaire de diversité dans une équipe, il y a un bénéfice, c'est ce que tu dis, c'est que on travaille ensemble puis on modifie nos façons de travailler parce qu'on travaille ensemble fréquemment. Fait que ça s'estompe avec le temps parce que les équipes deviennent plus diversifiées puis que ces bénéfices-là, un peu, sont plus, juste les mots anglais, là, mais deeply rooted, ancrés ou enracinés dans les équipes. Tant mieux, on va avoir accompli ce que je pense qu'on essaie de faire avec ce papier-là. Mais de manière prospective, c'est une bonne question. Il faudrait probablement que j'en discute avec des chercheurs dont c'est l'expertise. Là. Moi, c'est moins mon domaine. Ça pourrait peut-être se faire. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est le répéter dans d'autres systèmes de santé. Okay. Par exemple, de regarder en Europe, aux États-Unis, là, si on est capable d'avoir des données similaires, de voir si ça se reproduit là, dans d'autres systèmes puis dans d'autres cultures. Là. As-tu le design de l'étude, est-ce que vous vous attendiez un petit peu aux résultats que vous avez obtenus finalement? Oui, parce que j'essaie d'imaginer, j'ai un collègue que je ne nommerai pas qui m'a dit si l'étude avait été négative. Est-ce que l'étude d'abord était conçue pour pouvoir potentiellement être négative? Puis est-ce que vous auriez pu publier un papier qui aurait dit quand il y a plus de femmes, il y a plus de mortalité? Est-ce que le design de l'étude aurait permis d'avoir ça? Le design de l'étude aurait pu permettre d'avoir ces résultats-là parce qu'en fait, la première chose qu'on a faite, c'est de regarder quand le pourcentage de femmes augmentait, qu'est-ce qui arrivait avec la morbidité et la mortalité, puis on a regardé c'était quoi la courbe. Fait que la courbe aurait pu être n'importe quoi. Là. Moi, je ne sais pas tant que le logiciel n'a pas envoyé. Souvent, quand on commence une étude, on a un doute où est-ce qu'on s'en va, disons. Oui, bien... Moi, l'hypothèse, c'était que c'est ce qu'on a trouvé, là, c'est ce qu'on a vérifié. Toi, c'est ton expérience puis toutes tes recherches dans d'autres domaines qui t'amenaient à penser que... Mais oui, moi, c'était un peu basé sur le domaine des affaires. Là, c'est ce que j'avais lu dans le... Je suis une grande fan du livre de Scott Page dont j'ai parlé. Oui. Fait quand j'avais vu, tout le monde parlait des études, là, un homme versus une femme, la femme fait mieux que l'homme. Puis là, ça, moi, ça me tannait. Là, j'aimais pas ça. Il y avait des gens, entre autres, qui rentraient dans ma salle d'opération. Moi, je faisais pas partie de ces papiers-là, mais ils rentraient en salle d'opération pendant que j'opérais, puis il dit, un chirurgien, il disait, une chance que c'est toi qui opères, parce que ce patient-là irait mal si c'était moi. Il y a eu plein de choses comme ça qui se disaient, puis pour moi, c'était pas ça le but. C'est franchement pas ça. Puis ces papiers-là m'agaçaient à cause de ça, parce que c'est pas toi versus moi ou, autres hommes et femmes chirurgiennes. Pour moi, c'est vraiment à propos de l'équipe, parce que j'avais lu ce livre-là de Scott Page, puis un peu la culture, puis comment on fonctionne dans l'équipe. Fait que c'est pour ça qu'on a fait cette étude-là. Puis c'est pour ça que c'est un peu les résultats auxquels on s'attendait, mais ça aurait pu démontrer l'inverse. On se serait probablement posé, très honnêtement, là, beaucoup de questions à publier une étude qui démontre l'inverse, mais je pense qu'on aurait probablement publié ultimement. Il aurait juste fallu faire attention au message aussi, là, encore une fois, parce que les choses peuvent déraper. Là. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit. Donc, n'importe qui, n'importe quand peut interpréter ça comme ils veulent, puis ça peut parfois être un peu sensible. Donc, la prochaine étape, ce serait de faire une étude en comparant, par exemple, Ontario-Québec ou plus entre pays? Oui, entre pays. En fait, là, j'essaie de voir avec des collaborateurs à l'international s'il y a des endroits où on peut avoir ces données-là, là, parce que c'est aussi dépendant de la... Il faut que les données soient disponibles, qu'on soit capable de capturer ces choses-là. Là. Fait que c'est un peu ça qu'on regardait. Puis l'autre chose qu'on fait à l'heure actuelle, ça fait partie aussi du travail sur les équipes d'anesthésie. Le volume, la familiarité entre chirurgiens et anesthésistes, quand on travaille plus souvent ensemble, il y a des meilleurs résultats. On essaie de faire
une étude pour savoir comment est-ce que ces choses-là peuvent être implantées dans la pratique de tous les jours, dans nos équipes. Donc, on va faire des entrevues avec des chirurgiens, des anesthésistes à travers le Canada, des chefs de département. On a une enquête de pratique aussi qui va sortir. Savoir un peu c'est quoi les enjeux là, au quotidien de faire des changements au sein des équipes comme ça. Okay. Donc ça, c'est à venir là, dans les prochaines années. J'essaie de voir un peu, mais tout ce volet de recherche-là, ton volet oncologique aussi, ou ça va aller en parallèle, ou on dirait que tu découvres une fibre sociologique? Oui, mais en fait, moi, j'ai toujours été très intéressée par la psychologie, la sociologie, puis le concept des équipes, moi, je pense que c'est une composante absolument importante de la qualité des soins. Mm-hmm. Puis beaucoup du travail que je faisais, encore une fois, c'était sur la qualité des soins. Ça a commencé avec les anesthésistes, puis le volume, ça, c'était vraiment chirurgie oncologique et hépatobiliaire. Mm-hmm. Puis quand on a publié ces papiers-là, il y a plein d'autres gens qui venaient m'en parler. Ouais, mais tu sais, c'est pas juste en onco, c'est pas juste en pancréas puis en foie, puis c'est vrai. Mm-hmm. Puis je pense qu'on a plus d'impact, en général, si on voit un peu plus grand. Au bout du compte, là, moi, ce que je veux réellement dans ma pratique quotidienne, c'est d'améliorer l'issue pour mes patients. Mais j'ai probablement plus de chances de faire ça si on est capable d'avoir plus de reach, d'être capable de rejoindre les équipes de manière plus globale. Donc, c'est pour ça qu'on a étendu un peu le travail. Là. Je sais pas si tu as suivi un peu les groupes de travail du Collège Royal puis la refonte des... un peu. Les pétales. Oui, les CanMed. Puis quand même des groupes de travail du Collège Royal qui ont suggéré qu'on devrait peut-être porter moins d'emphase sur l'expertise, puis plus sur les valeurs humaines ou... je ne sais pas si tu as suivi ça un petit peu. J'ai pas tout suivi. Moi, je pense que les deux sont... si on n'allait pas un petit peu trop... Les deux, pour moi, sont excessivement importants. Là. Souvent, je pense que le message, il ne faut pas délaisser l'expertise. C'est les deux ensemble dont on a besoin. T'sais. Puis, je pense qu'on ne peut pas choisir. Là. C'est pas mutuellement exclusif, disons. Exactement. C'est une bonne façon de conclure. Julie, c'était très intéressant. Donc, j'invite les gens à lire l'article. Donc, l'association là, où l'enjeu de la diversité des genres, on pourrait le dire comme ça, donc dans l'équipe chirurgicale et anesthésiste. Et compte tenu que c'est le balado, la santé au-delà des mots, il y a quand même une petite baguette magique. Donc, ça fait longtemps que tu es venu. Donc, je ne sais pas, peut-être en lien avec ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que tu changerais dans le réseau de santé? Toi, tu as toujours le choix de parler de l'Ontario du Québec, donc c'est un free card. Mais c'est difficile à savoir quoi changer exactement. Je pense qu'il y a tellement de choses qui ont besoin de changer. Oui. Moi, j'aimerais ça qu'on ramène le gros bon sens dans la gestion du système de santé. C'est bon. Exactement comment faire ça, puis qu'est-ce que ça va représenter. Je ne peux pas te le dire présentement, mais je pense que il y a tellement de facettes différentes maintenant, puis tellement d'intervenants qu'on finit par perdre un peu le focus de c'est quoi le système de santé. Mm-hmm. Là. Le système de santé, c'est de prendre soin des gens, puis de prendre bien soin des gens. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est pas exactement ça qu'on fait. Fait que, ouais, le retour du gros bon sens, d'une manière ou d'une autre. Pierre Poilievre serait content de t'entendre, parce que... Je suis pas sûre que j'ai envie de parler, mais voilà. Mais en fait, moi, je n'utilise pas le gros bon sens. Moi, je dirais que c'est plus de la gestion en bon père de famille. Moi, c'est l'expression que j'utilise. Peut-être plus, parce que quand les décisions sont prises, puis ce n'est pas dans le meilleur intérêt du patient, souvent, ça paraît tout de suite. Là. Donc, c'est vrai pas seulement en santé, je pense que c'est vrai dans beaucoup de choses, oui. Dans toutes les choses. As-tu une rencontre de rêve? Je sais pas si c'est la même que j'avais dit la première fois. Machiavel. Oui, ben j'allais dire la même chose. Ah oui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, ok, parfait, excellent. Mais oui, Nicolas Machiavel, je pense, a une très mauvaise réputation pour des raisons que je comprends pas trop, mais moi, je pense qu'il avait compris franchement la nature humaine et comment l'utiliser à bon escient. Puis j'aimerais ça, peut-être savoir... comment on organise des équipes comme ça, là, en tenant compte de ce qu'est l'être humain, et de ne pas essayer de le dénaturer en essayant de bâtir des équipes qui fonctionnent bien. Moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aimerais parler, mais ça n'arrivera pas tout de suite. Julie, merci. Cheers! Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.